bonjour à tous. Merci. Je suis désolée qu'on n'ait pas pu tenir ce colloque l'année dernière et fort heureuse de cette prise 2. Je remercie donc les organisateurs de nous avoir donné cette chance de finalement se rencontrer et encore plus les remercie de m'avoir invité à partager avec vous cette réflexion sur la gestion des données de recherche. Mes propos d'aujourd'hui s'appuient à la fois sur une posture de chercheur, puisque j'ai été moi-même chercheur, productrice de données de recherche, notamment dans la numérisation de témoignages oraux, et comme chercheur qui a observé de la production de données de recherche et la gestion qui en était faite. Actuellement, nous sommes dans un projet avec mon collègue Christian Desilets, qui est le projet Source, qui se fait en collaboration avec les Bibliothèques et Archives nationales du Québec, qui est un projet qui a démarré quelques semaines avant le début de la pandémie, où nous nous intéressons à la maturité des pratiques numériques dans l'appareil public en contexte de télétravail. C'est vous dire que avec le déclenchement de la pandémie, notre projet a pris une perspective a gagné tout à fait en pertinence. Donc, c'est un petit peu tout dans ce cadre méthodologique et conceptuel que mon propos d'aujourd'hui prendra place. Alors, je vais vous partager mon écran. Attendez. Oups. Est-ce qu'on voit bien ma présentation? Vous voyez bien ma présentation? Oui, on la voit bien. Oui, on la voit bien. D'accord, merci. C'est toujours, hein, on est toujours dans cette petite anxiété. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord, on va se questionner sur la nature archivistique des données de recherche en se positionnant au niveau de qu'est-ce que sont ces données de recherche en sciences humaines et sociales, auxquelles je vais rajouter aussi la dimension de la création, parce que intuitivement, on n'a pas tendance à parler de données de recherche en création, et pourtant, on l'a vu un petit peu à travers ce qui a été dit précédemment, mais les artistes ont investi le numérique et sont de grands consommateurs et producteurs de données de recherche-création. Ensuite, on s'intéressera à la similarité qui existe et aux divergences entre des productions dans différents secteurs d'activité, le domaine artistique, le domaine scientifique et le domaine administratif. Pourquoi ajouter le domaine administratif? Parce que là aussi, c'est une certaine constance qu'on a vu se faire à travers nos propos depuis hier, qu'on ne peut pas faire l'économie d'un système de gouvernance. Alors, première raison, qu'on doive se poser la question sur l'écologie de la chose, comment les pratiques, comment la conception et le déploiement de données dans des activités artistiques et scientifiques va-t-elle aussi s'harmoniser avec des pratiques de type administratif? C'est très important. Et dans la transformation numérique, on arrive aussi de toute manière à de la conception de systèmes qui est beaucoup plus transversale et qui relie et harmonise ces données-là. On l'a vu, lorsqu'on parle de plan de gestion, c'est nécessairement l'administration, la gouvernance devient également, on parlait de fiduciaire, qui finalement joue des rôles à travers ça. C'est très important de s'y attarder. Ça va nous conduire à parler de l'enjeu d'intelligibilité, de réutilisabilité des données, je vais le dire une fois, qui, par la suite, nous entraînera à parler de l'information à consigner et à préserver. Et par la suite, Siam Alaoui nous parlera de la stratégie de gestion des archivistiques des données de recherche. Alors, commençons d'abord par la nature archivistique de ces données de recherche en sciences humaines et sociales. En nous posant la question, est-ce que des données, c'est des documents d'archives? Si oui, quand est-ce qu'une donnée peut devenir archive? Et quelles sont les spécificités des sciences humaines et sociales? Je vous donnerai deux exemples de ça. À ce moment-ci, je pense qu'on va se contenter de définir la donnée comme, dans sa plus simple expression, c'est un ensemble de signes qui est manipulable, qui représente de l'information. Et la donnée n'est pas un document. Le document est en fait un ensemble fini de données. On a tendance à penser dans l'univers numérique que le document est un artefact du monde analogique, en fait.
mais le document, s'il n'existe plus en tant que support, je dirais, qui cristallise le fond et la forme, le document existe toujours. Il existe, donc il a un support qui sera fixe et stable. C'est ce qui fait la première qualité d'un document, c'est qu'il est reproductible à cause d'une certaine fixité et stabilité de contenu et de forme. Il possède un ensemble fini de documents, de données, comme je le disais, qui sont structurées logiquement, qui s'organisent selon certaines formes et certaines présentations qui vont le rendre lisible et intelligible à l'utilisateur avec, dans le cas de document numérique, un complément de métadonnées, d'éléments descriptifs qui viendront le rendre intelligible. Alors, il y a des notions de lisibilité, il y a des notions d'intelligibilité à l'intérieur de ce document, de composants qui viennent en fixer. Est-ce que tous les documents maintenant sont des archives? La réponse, c'est on va inverser les choses. Pour être archive, il faut être document. Mais tous les documents ne sont pas des archives. Et c'est le projet Interpares est fondé sur une notion de diplomatique et a développé un gabarit de définition du document, de conditions d'existence du document en 5 points. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'un document d'archive, c'est d'abord, il faut être document, il faut être un sous-produit d'une activité et non le produit fini. Alors, l'idée, c'est qu'un livre n'est pas un document d'archive, c'est une publication, c'est un matériel bibliothéconomique. Une œuvre d'art n'est pas un document d'archive, j'y reviendrai tout à l'heure, il y a des statuts qui sont parfois hybrides, qui sont doubles, parce qu'au fond, ce document porte en lui-même suffisamment de références pour être compris. Ses significations sont intelligible dans le document lui-même. Alors que le document d'archive, c'est un ensemble. Il est sous-produit dans l'activité. Il n'est pas le livre, il est l'ensemble des documents qu'on va produire pour faire le livre. Il n'est pas l'œuvre, il est l'ensemble des documents qu'on va faire pour l'œuvre. Et je pourrais vous dire, en fait, ça devrait, motoneige, ce serait pareil, ce serait l'ensemble des documents qu'on produirait pour produire la motoneige. Alors, corollaire à ça, il faut avoir des liens organiques avec les autres documents du ou des processus auxquels ce document va participer. C'est un acte documentaire. C'est un acte aussi, quatrième condition, c'est un acte communicationnel qui va mettre en relation différents acteurs. Et là, on revient aussi dans cette difficulté qu'on avait à définir tout à l'heure. Mais qui est donc le fiduciaire? Effectivement, ce gardien, on se rend compte que dans l'univers numérique, traditionnellement, quand on a un document, on est dans un acte communicationnel qui va mettre en place, en général, un émetteur, un destinataire. Donc, on a quelqu'un qui émet vers quelqu'un d'autre. En archivistique, bien souvent, on va avoir ajouté un producteur. L'auteur, c'est souvent le producteur. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans le projet X, ce ne sera pas le chercheur X, mais ça va être son projet de recherche qui, ultimement, est le producteur de ce document-là. Le numérique, en fait, est venu nous dire, un instant, il y a des effets structurants beaucoup plus grands et désormais, le rédacteur même du document, tandis que aussi, on traduit ça par l'émetteur, mais moi, je ne suis pas satisfaite, alors je vais vous redonner le terme anglophone, qui est l'originator, qui est l'ensemble des gens, tout l'acteur qui va être détenteur des moyens technologiques du document, qui l'émet au sens technologique du terme, qui l'héberge. Et parfois, dans le cas des universités, c'est particulièrement vrai, on va s'associer avec des projets de la communauté où l'université, ça peut-être héberge les documents, les émet, mais n'est pas nécessairement l'auteur à proprement parler, il est un partenaire. L'ensemble de cette chaîne-là reste quand même des éléments, des acteurs qui, à un degré ou à un autre, amèneront des déterminants, amèneront des cadres, et ça me mène au dernier élément, la donnée, le document comme la donnée sont des construits qui émanent de contextes qui sont institutionnels, que ce soit le légal, l'éthique, que ce soit organisationnel, que dans les procédures, dans les formes documentaires ou que ce soit technologique. Et un document d'archive, c'est un document qui est donc un construit où ces contextes sont connus et documentés. On va s'entendre à des degrés différents. Vous verrez que plus on va travailler sur le contrôle de ces conditions d'existence, plus on pourra assurer un document qu'il sera authentique et fiable. Parce que, bon, le contexte, par exemple, ben, on sait que si vous avez un document dont on ne sait ni d'être ni dedans d'où il vient, on peut se dire que son authenticité, sa fiabilité seront peut-être moindres
Bon, alors, on voit très bien que ces conditions-là doivent être là à des degrés variables. Alors, quand on se parle, est-ce que les données sont des archives? Les données ne sont pas en elles-mêmes des archives. Elles le sont lorsqu'elles peuvent être agrégées dans un format qui est assimilable au document. Et ça, la loi encadrant le cadre juridique des technologies de l'information, elle aussi, je vais le dire une seule fois parce que pour une raison que j'ignore, mes neurones n'arrivent pas à remettre toutes les lettres dans le bon sens quand je l'ai dit. Donc, à partir de là, on sait que, par exemple, une banque de données, c'est assimilable au document. Et la loi est venue nous compléter les formes qui étaient peut-être, la loi sur le cadre juridique nous dit, ben oui, mais écoutez, un document, là, c'est plus rien que le papier, c'est aussi les nouvelles formes technologiques. Et on se rend compte qu'un document technologique, ce sont les documents qui font appel à des supports, qui font appel aux technologies. Parce qu'on va se rappeler d'une chose, c'est que c'est vrai qu'il n'y a plus de documents papier. Quand on est au niveau du document numérique, il n'y a pas de document physique. Il n'y a que la possibilité de rassembler des données dans des formes structurées à partir des conditions que je vous ai données tout à l'heure. Et que ça veut dire qu'en termes archivistiques, un archiviste ne conserve plus de documents. Il ne conserve que des données assimilables à des documents et il va en être un gardien de confiance pour être capable de les reproduire à la demande. Et donc, c'est très différent, surtout lorsqu'on parle de documents technologiques qui vont former un tout et un document dont les composantes vont aller chercher plusieurs éléments qui ne seront pas toujours dans le même système et qui peuvent, un même document va aller chercher des données. Regardez, un courriel peut aller chercher jusqu'à 5 éléments différents parce qu'on va avoir un contenu, on aura des destinataires, on aura une signature, on pourra avoir des documents joints. Alors, ce sont des données qu'on va gérer en termes archivistiques. Maintenant, qu'est-ce que sont les données archivistiques en sciences humaines et sociales? Ce sont l'ensemble des documents technologiques ou j'ai dit des sites technologiques, mais on pourrait dire c'est l'ensemble des documents, qu'ils soient technologiques ou pas, qu'on produira par et pour la réalisation des processus d'activité de la recherche ou de création. Ce que je veux vous amener ici, c'est que la définition que j'en donne archivistique c'est pas les sources archivistiques que la recherche fait, mais bien l'ensemble des documents qu'elle produit. Ça va autant aller dans ce qu'elle collige, elle le produit, elle le traite, on l'a vu dans des cycles de traitement documentaire, et ça va ressembler tout un ensemble diversifié de données. On aura bien sûr les datasets, les jeux de données, qui seront les ensembles structurés de données, qui vont se présenter sous forme tabulaire. On aura aussi ce qu'on peut appeler des données contextuelles. C'est très rare qu'on fait des bases de données ou qu'on fait de la recherche sans asseoir l'ensemble de sa collecte de données sur un ensemble de données textuelles qui vont permettre de resituer sa donnée. Je dirais que c'est le cadre méthodologique de la recherche qui va venir justement rendre cette fiabilité. C'est la méthodologie de recherche qui conditionne à ce moment-là les données, les sources primaires et secondaires. On aurait également tout le restant des archives dont on parlait, des archives qui vont être des documents de nature prospective en tout genre, des pièces justificatives, des demandes de subventions, mais aussi des documents de type rétrospectif qu'on pourra produire, encore une fois, par et pour la recherche. Le projet Interpares est venu dire, écoutez, dans les catégories normalement qu'on connaît, traditionnelles de documents, il y en a deux nouvelles qui sont apparues avec le phénomène numérique. Il y a le document. Là, ce sont des traductions. Il y a des traductions libres. En tout cas, il y avait des traductions avec lesquelles je suis d'accord. Il y a des traductions que je me permets de compléter parce que je ne suis pas sûre, je n'étais pas satisfaite des traductions françaises. Donc, il y a le Instructive Records. Parce qu'on va se comprendre ici, vous avez compris que archive n'est pas seulement dans la portion des documents à long terme, c'est-à-dire inactifs, mais on va parler de toutes les données qu'on produit, tant dans l'âge courant qu'intermédiaire que définitif. Donc, on aura des instructive records, donc la notion de records, qu'on pourrait traduire par documents d'instruction, qui sont les documents prospectifs qui vont contenir les informations sur les actions à exécuter pour réaliser une action ou un processus. On comprend très bien que dans le domaine numérique, on va devoir développer l'algorithme, on va devoir donner des instructions. Quand il se passe telle chose, tu fais telle chose. Il y aura un document, le Enabling Records, qui viendra se faire aussi, qui est le document d'activation,
qui, lui, va se faire en langage machine et qui va participer activement à la réalisation d'une opération ou d'un processus. On s'est rendu compte que ces données-là étaient souvent associées ou assimilées au programme, alors qu'ils ne sont pas le programme, ils sont la façon dont on utilise un programme et ils sont extrêmement importants dans la reproduction, notamment d'une œuvre ou c'est vraiment le comportement expert qu'on veut appliquer sur nos données. Donc, ça fait partie de l'archive. On constate aussi que le document en termes du statut archivistique en contexte numérique, a une réalité qui est plurielle. Donc, il est à la fois, et je pense que Mme Da Silva l'a bien montré, il y a à la fois de la publication, il y a de l'archive, il y a même parfois, on peut même se dire, il y a des œuvres qui sont à l'intérieur de ça. Des fois, le même document a plusieurs statuts simultanés. Il est à la fois une œuvre, puis ça, ce n'est pas nécessairement en numérique. En analogique, on peut très bien penser que les esquisses d'une œuvre sont à la fois considérées en art comme expression d'œuvre, mais en même temps comme document supportant la création d'une œuvre. Et elles sont variables. On s'est rendu compte que dans les grands systèmes, on va avoir parfois des portions qui sont des ensembles qui sont des archives partielles. Donc, on va avoir du matériel bibliothéconomique, on aura du matériel, voire technologique, et il y aura des archives, une portion qui sera partielle. On aura aussi le concept du potentiel. On a une publication, mais de la minute où on va se mettre à avoir des fonctionnalités interactives, il y aura un nouveau matériel qui va se produire et le document deviendra potentiellement, va devenir archive. On va voir aussi que dans le cycle de vie de ces documents-là, parfois ils acquièrent la stabilité du statut archivistique n'est pas nécessairement toujours grande. Et où je veux en venir avec ça, c'est de vous montrer que finalement, le document, c'est un document sur lequel plusieurs spécialistes vont devoir se pencher et traiter, parce qu'on ne traite pas une œuvre de la même manière que le matériel bibliothéconomique. Chacun a ses compétences, chacun amenait ses éléments, et donc chacun va devoir travailler collectivement à cette mise en valeur et voir développer des cultures communes et des glossaires communs, parce que chacun n'utilise pas toujours les termes de la même manière. Deux exemples ici de données de recherche qui ont été produits en archivistique, un en sciences, l'autre en création. Le premier, c'est un projet de recherche qui a eu lieu sur l'ensemble des universités canadiennes qui avait pour but le recensement. On voulait faire une infrastructure de recherche sur le Canada au 20e siècle donc de reprendre les recensements, d'en tirer des microdonnées de façon à pouvoir permettre un regard plus global sur la population canadienne à travers le temps. On est donc allé chercher des renseignements à partir des recensements de recherche, des microdonnées, auxquels on a bonifié dans la base de données ces données par d'autres données géographiques, parce qu'on comprend que les bases de recensement d'un recensement à l'autre ne sont pas les mêmes. Donc, il a fallu se faire un travail de système d'information géographique qui viennent bonifier la donnée. À ça, s'est ajouté des données textuelles qui venaient chercher les instructions données aux recenseurs, les formulaires de recensement. On est allé chercher même des caricatures d'époque, comment le recensement était perçu, histoire de pouvoir vraiment contextualiser son matériel de recherche. Donc, il y a énormément de types. Les jeux que je vous disais tout à l'heure sont à l'intérieur de ça. De l'autre côté, on a la ludosynthèse. Je vous donne les sources parce que si ça vous intéresse de plonger dans des types, ce sont des cas fascinants. La ludosynthèse d'Arbo Cyberthéâtre, c'est une production que notre collègue ici, Robert Fagui, qui est professeur en théâtre, a produit. C'est une Arbo Cyberthéâtre, point d'interrogation, très important de le mettre parce que c'est évidemment du multidisciplinaire, a fait pendant 15 ans des recherches, de la recherche-création et a voulu témoigner de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une ludosynthèse. Synthèse d'un côté, parce que sur le site, on vous donne de façon en hyperlien l'ensemble, une synthèse des activités, des créations, de la performance, des significations, des intentions de recherche qu'il y avait à l'intérieur de ça, voire des installations qui s'y faisaient. Et de l'autre côté, on a pris des archives, des numériques, des productions, et on les a reconstituées à travers différentes petites applications qui permettent à la personne, au spectateur qui accède au site, de se refaire des petites prestations Arbo Cyber
à soi et éventuellement, le projet voulait permettre même à la personne de fournir des documents et d'être donc c'était un potentiel archive avec les fonctionnalités d'interactivité qui permettraient de nouvelles informations. Alors, un mot sur maintenant, je pense qu'on a une assez bonne idée, la similarité et la divergence entre les productions numériques des domaines artistiques, scientifiques et administratifs. D'une part, écoutez, le projet Interpares a produit 23 cas témoins, 23 études de cas, et bien qu'elles datent d'un certain nombre d'années, les constats qu'on en a tirés, je peux vous dire qu'avec les étudiants de maîtrise en archivistique, on les envoie faire des études de cas sur des nouvelles applications interactives, expérientielles et dynamiques, et un grand nombre des constats qui sont là sont encore extrêmement valables. Je vous dirais, ces conclusions-là ont été tirées autant de cas, par exemple en art, la ludosynthèse en était une, mais on est allé voir des expositions du Getty Museum, on est allé voir des studios hollywoodiens avec grand déploiement d'effets spéciaux, on est allé voir des reconstitutions 3D de Pompéi. Du côté scientifique, on s'est basé autant sur la NASA, sur des données astronomiques de télescopes, mais aussi sur des constructions de systèmes d'information géographique. Et du côté gouvernemental, ben, on a analysé la Cour suprême de Singapour, le Grand Terrier d'Alsace-Moselle, le Bureau des véhicules de New York. Si ça vous intéresse, toutes ces études de cas sont accessibles sur le site d'Interpares de la phase 2. Alors, ce qu'on remarque, c'est que l'authenticité, il y a deux qualités documentaires qu'on va chercher, et je pense que Mme Da Silva a éventé la mèche ce matin en nous disant il y a l'authenticité et puis il y a la fiabilité. Alors, l'authenticité en archivistique, c'est quelque chose qui est très précis. Notre authenticité, c'est le document tel qu'il se présente en lui-même. Il n'a pas d'altération physique. Et tandis que la fiabilité, ce sera le degré de confiance qu'on aura en regard d'un contenu qu'on considérera comme une représentation assez complète, assez exacte des opérations, des activités ou des faits qu'elle atteste et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. On comprend qu'un document peut être tout à fait authentique sans être fiable nécessairement. Je pourrais avoir la liste très authentique et inaltérée de tous mes employés, ce qui ne veut pas dire que tous mes employés, pour des raisons volontaires ou involontaires, auront été inscrits sur la liste, sur mes listes d'employés. Et inversement, donc ce sont deux choses. On va travailler sur l'authenticité et sur la fiabilité en archivistique. Le hic, c'est que lorsqu'on a regardé dans les domaines artistiques, scientifiques et gouvernementaux, on s'est rendu compte que les notions d'authenticité et de fiabilité dans les producteurs ne voulaient pas dire la même chose. Lorsqu'on était en art et qu'on posait la question aux gens, est-ce que vos données, est-ce que vous considérez que vos données sont authentiques? Est-ce qu'elles sont fiables? On s'est rendu compte que la majorité de leurs réponses venait en disant la fiabilité pour moi, c'est en regard de ma performance. Mes contenus, mes formes documentaires peuvent être altérées pourvu que mon document va capturer fidèlement mes intentions de création. Donc, l'artiste est très lié à son contexte de production, sa documentation, et le créateur se dit, ben moi, je suis un peu le seul à pouvoir. On lui demandait, mais pourquoi, comment vous faites? Ben oui, mais moi, je le sais que c'est authentique, c'est mon œuvre. Donc, on va devoir de ce côté-là, dans la perspective artistique, souvent, pour un artiste, sa fiabilité sera dans la documentation de son contenu et souvent dans la capture même du créateur, il faudra le documenter. De l'autre côté, les gens de science, eux autres nous disaient non, 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 il ne faut pas que ça bouge, c'est l'intégrité du contenu. Les contenus et les formes vont devoir demeurer fixes et stables parce que le chercheur va vouloir, on pense par exemple à la NASA qui nous disait, nous, on veut pouvoir libérer des données qui vont pouvoir être réintégrables, être ouvertes, être persistantes, parce qu'on veut en garantir un accès qui va être large et pérenne. Alors, à partir de là, ben, on va considérer que la donnée elle-même est fondée, capture ou engramme à la fois son protocole et que donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de garder ma donnée la plus précise, la plus stable possible. Lorsqu'on s'en allait du côté administratif, les administrateurs, eux, nous parlaient davantage de l'intégrité de leurs procédures.
Il nous disait le contenu puis la forme peuvent varier pourvu que les liens qu'il y a entre les documents donnent une lecture juste et complète du processus de production. Moi, je dois être transparent. Ça veut dire que si j'émets un chèque, bien, mes chèques ils peuvent avoir des contenus, avoir des données différentes, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est que je puisse être capable de reconstituer puis vous faire la démonstration que j'ai suivi la procédure à laquelle je suis imputable. Alors, on voit très bien que ces trois cultures ont quand même des incidences importantes parce que dès qu'on reste, si on reste entre artistes, ça va bien, ou entre scientifiques, ça va bien. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est de moins en moins ça. On est dans des systèmes où on veut cette transversalité, on veut pouvoir valoriser la donnée, on veut pouvoir l'échanger. Et donc, on se rend compte qu'il faut pouvoir adopter des pratiques, de bonnes pratiques archivistiques s'intéresseront autant au contenu, au contenant qu'au contexte pour être capable de les documenter suffisamment. Parlons maintenant des enjeux d'intelligibilité et de réutilisabilité, tout ça, de réutilisabilité. Donc, il y a des impacts sur la valeur que le document a. Donc, en archivistique, on va chercher la valeur. C'est pourquoi on va utiliser le document. Essentiellement, il y a trois fonctions, il y a trois valeurs. Il y a la valeur probante, probatoire. On veut que le document soit une preuve légale, une preuve éthique aussi, mais aussi une preuve scientifique. Donc, il y a cette fiabilité de la preuve qui est très importante. On va aussi également avoir à contrôler la fiabilité, l'intégrité du document parce qu'on veut l'avoir en termes d'information dans des processus de connaissance, de gestion de connaissance et de performance. Et enfin, on aura une valeur, donc c'est plutôt dans la valeur d'usage à ce moment-là que ça va se faire, et on aura une valeur qui est plus symbolique, plus de témoignage, qui va permettre d'incarner, et là c'est la valeur la plus traditionnelle, la plus connue de commémoration, de la valeur de mise en valeur patrimoniale. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on a des projets en sciences humaines et sociales, on va évidemment arriver à numériser on va numériser des documents de toutes sortes. Quand je dis numériser, on peut très bien partir de données, on va colliger des données et on va les colliger de toutes sortes de manières, soit qu'on peut aller dans des données primaires, on va les numériser tout simplement en forme image numérique, mais ça peut se produire aussi de toutes sortes de façons. Je me permets le néologisme de vous dire, on va les bases de données-ifier aussi. Parfois, on les PDifie, on les bases de données-ifie, on les réécrit numériquement. Donc, il y a un éventail assez grand de passage de l'analogique vers le numérique qui va se faire. Si maintenant vous regardez bien les 5 conditions d'existence dont je vous parlais tout à l'heure en vous disant ça, c'est mon travail de contrôler ces 5 conditions-là pour assurer l'authenticité, la fiabilité, ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on fait migrer, et c'est le propre de ce qu'on veut dans les données, on veut qu'elles soient réutilisables, on veut qu'elles soient exploitables. Mais chaque fois que je vais l'importer dans quelque chose, je risque de changer ces conditions d'existence. Alors, premièrement, on voit très bien qu'il y a une mouvance et une éphémérité selon les contenus. Ce n'est plus, je dirais, le recensement, c'est plus le recensement papier. Je suis rendu à des microdonnées sur le recensement auxquelles j'ai ajouté des nouvelles données géographiques. Je les ai insérées dans des processus de création. Ce n'est plus du tout le processus de création de recensement là, qui fait la signification et le construit de cette donnée-là. C'est le processus de recherche de l'infrastructure, exemple. Ce n'est pas non plus la même sélection de liens. Les documents ne font pas, les données ne sont pas liées aux mêmes données que dans le processus ancêtre qui était le document de recensement. On voit aussi des changements dans les acteurs. Ce ne sont plus, il n'y a plus un recenseur, un gouvernement, etc. On a plutôt un ensemble avec le gardien de ces données-là, plus les chercheurs, plus un ensemble de partenaires qui mettent en œuvre le projet. Et enfin, on se comprend que le cadre administratif, de provenance, de procédure, de loi, d'organisation et de technologie est strictement pas le même. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le document que j'ai l'impression d'avoir numérisé de partir de l'ancien vers le nouveau n'est absolument pas le même. Parfois, on pourrait se dire, ben oui, mais il va représenter pas mal la même chose. Peut-être, mais ça, c'est un avatar de l'autre. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Quand j'essaye de le prendre direct, parfois même, c'est quelque chose qui est
changer. Et si je veux en garder la fiabilité, c'est sur cette forme-là aussi que je dois travailler. Or, qu'est-ce qu'on remarque dans les tendances de gestion? Dans les tendances de gestion, on va remarquer que la gestion est déficiente des données de recherche. On a de la confusion entre l'ancienne et la nouvelle. Et ça, je peux vous dire qu'on l'a remarqué en 2008, puis que je leur fais l'exercice régulièrement, et c'est encore comme ça. On a tendance à se dire, si j'ai capturé, si j'ai l'information sur mes données sources, mes données primaires, ma source primaire, je n'ai peut-être pas autant besoin de contextualiser ce que j'en ai fait. Parce que c'est une copie. Non, c'est un frère jumeau à la limite, mais ce n'est pas la même identité. Donc, on remarque que les gens vont mettre beaucoup d'emphase soit sur l'ancienne, soit la nouvelle façon de s'adonner, mais rarement les deux, rarement compris comme les deux. On va aussi donner peu de considération. Les principes FAIR, là, je pense qu'il y a une grande culture à faire. Il y a peu de considération sur la dépendance, l'obsolescence technologique. On est dans le ici, maintenant, on est dans le projet. Et souvent, on l'a vu, par exemple, en art, les artistes sur 7 artistes, il n'y en avait qu'un seul qui avait eu de se dire, ben oui, mais si je veux reproduire à nouveau ma performance, est-ce que j'ai vraiment tout consigné, qu'est-ce qu'il fallait, dans la mesure où, par exemple, une de nos études de cas, c'était un dialogue qui se faisait entre un danseur et un basson et qui passait par un synthétiseur. Le synthétiseur n'existant plus, il fallait maintenant le recréer autrement. Donc, il y avait énormément dans l'évolution de la donnée, il y avait peu de documentation pour la maintenir à jour. Il y avait un manque d'harmonisation des systèmes. Alors ça, c'est une autre dimension qu'on voit. Quand on fait de la recherche, on est rarement un seul. La recherche se fait en groupe, en partenaire. Le projet de recensement, c'était un très bel exemple. Il y a plusieurs universités, plusieurs équipes. Au mieux, ils ont des systèmes de gestion documentaire, ils ont des bonnes normes. Parfois, c'est des normes ad hoc, mais admettons, dans le monde idéal, ils ont chacun leurs normes. Mais souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'en collaboratif, c'est fragmenté, c'est morcelé, et ils n'ont pas d'harmonisation entre leurs systèmes. Les différents systèmes ne s'harmonisent pas. Il y a un manque d'intégration aussi de l'analogique et du numérique. On sait très bien que le numérique ne tue pas l'analogique. L'analogique se redéploie dans d'autres formes. On a vu, par exemple, des cas où l'analogique, dans le cas des studios télévision, il y a souvent un document maître, un storyboard ou un sketchboard qui va traverser, ou à l'ONF, on avait des scénarios qui traversent et tout le monde les annote, ça va beaucoup plus facilement parce que c'est plus économique de faire ça en analogique et puis au bout du compte de les numériser. Alors, on n'a jamais d'intégration ou une intégration plus faible de ça. Il y a une absence globale du produit multiprovenance. C'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup d'équipes, tout le monde gère ses documents, mais personne ne s'intéresse au produit final intégré. On se dit qu'il y a certainement quelqu'un qui s'en intéresse, et quand vient le temps de l'intégrer, la question, par exemple, du recensement, bien maintenant, c'est morcelé. Il y en a une partie en Alberta, il y en a une partie à l'UQTR. Mais il n'y a pas eu cette instance de gestion parce qu'elle appartient. C'est qui le fiduciaire là-dedans? Bonne question. Il y a des descriptions qui sont partielles en termes de métadonnées, en termes de description archivistique, parce que la description archivistique est beaucoup plus large que la métadonnée. Elle vous produit le tout, elle vous explique le contexte. Il y a des documentations lacunaires sur l'activité productrice. On sous-estime la décontextualisation aussi des données de recherche. On les prend comme le recensement. Vous vous dites qu'il n'y a pas plus factuel que ça traverse le temps. Or, non, les données sont déconstruites et on les sous-estime. Et on sous-estime à ce niveau-là la valeur que pourrait avoir la production textuelle sur la portée et le contenu des données. C'est-à-dire qu'il y a une documentation qui est liée. Plus je suis capable de lier mes données à l'usage et l'exploitation, ça c'est vraiment l'approche d'archivistique ouverte, plus je vais pouvoir lier, plus la valeur, la valorisation d'usage va être grande parce que je vais avoir accès à une communauté de pratiques sur ces données-là qui vont pouvoir me mettre en relief des éléments qui ne sont pas dans la description, mais qui en enrichissent par la multitude des angles d'analyse, vont en éclater la portée et le contenu. Une fois dit ça, est-ce que l'identité et l'intégrité, excusez-moi, l'identité, les informations à consigner, écoutez, ici, je vais vous donner ça assez rapidement. Je ne sais pas si je suis dans les temps.
l'information à consigner et à préserver, Interpares avait fait ce que moi j'appelais un petit livre, des petits livrets qui sont gestion des documents numériques pour les nuls, où on vous donne à peu près, pour les créateurs, une dizaine de règles à respecter, puis il y a un petit peu plus pour un autre petit livret. C'est sur le site Interpares, je vous dirais, prenez-le en anglais, le français est ignoble. Alors, ce sont des PDF téléchargeables sans aucun droit d'auteur. De toute façon, vous pouvez les prendre, les redémultiplier. C'est un peu sur cette base-là que je veux vous les présenter. Lorsqu'on parle de la fiabilité, c'est essentiel à l'authenticité, on s'en y entend. On aura deux dimensions. Il y a l'identité du document, puis il y a son intégrité. Et c'est important, on va travailler sur ces deux éléments. L'identité va nous renvoyer au degré de complétude, la description du fait documentaire, ce qui en fait un fait unique. Ce document-là et pas un autre. Tandis que l'intégrité, elle, va s'attacher davantage à encadrer, documenter tout ce qui va renvoyer au processus de production, de manipulation, de tout ce qui, dans le cadre de l'activité, va venir l'enrichir, va venir lui donner des sens ou des connotations à cette information. Alors, je n'ai pas l'intention de tous vous les lire, vous les retrouverez dans c'est une... J'allais dire, allez les chercher en anglais, là encore, parce que j'ai fait une traduction qui est très personnelle, parce que le français, des fois, n'est pas toujours juste. Mais dans la métadonnée d'identité, on va s'assurer, on devrait s'assurer minimalement que nos données aient à tout le moins minimalement cette information-là sur qui participe, qui sont les créateurs, quel est le sujet, quel sujet, quelle forme documentaire, quelle présentation y a-t-il. Donc, vous voyez très, très bien qu'ici, on va retenir des métadonnées. Et quand je dis retenir des métadonnées, ça peut être le chercheur, ça peut être la machine, ça peut être tout un ensemble d'acteurs. Il y a un système qui vient s'assurer qu'il y a une capture de métadonnées pour ces documents. Chaque document devrait pouvoir être replacé dans ces métadonnées d'identité qui en font un document unique. Inversement, il y a des métadonnées d'intégrité qui devraient pouvoir se faire, où là, on va plutôt aller chercher le document, mais dans son processus d'activité et dans sa structure d'activité. Parce que le document où la donnée peut être persistante, ça ne veut pas dire que le système qui le gère est persistant. Donc, il faut aussi savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé quand on parle de code de restriction d'accès et code de droit d'accès. C'est vraiment qui peut lire, qui peut modifier, qu'est-ce qui est essentiel. C'est là qu'on ira chercher aussi la gestion du risque sur ce qui est confidentiel, sur ce qui a été personnel. Il y a des codes, il y a des matrices où on va dès la création, et vous le voyez bien. On se pose la question comment on va arriver, mais si dès la création, on arrive à être, entre guillemets, plus chirurgical et à les identifier ou codifier, les métadonnées viennent rentrer un peu dans la génétique de la donnée, puis vont nous permettre de gérer et de contrôler beaucoup plus facilement, mais aussi de donner accès à une information qui va être beaucoup plus documentarisée, si on me permet le néologisme. Il va falloir aussi conserver d'autres formes de documentation à préserver et à lier. On aura, exemple, puisqu'on disait les bases de données administratives. Exemple, moi, je vous disais que j'ai fait de l'enquête orale, mais tous mes informateurs étaient dans des banques de données qui étaient distinctes de la base de données. Donc, parce qu'on crée des bases de données pour créer d'autres bases de données souvent, et on a souvent tendance à ignorer les bases de données qu'on a faites de façon pour instrumenter les autres. Les analyses, les instructions de codage, les synthèses, tous les documents qui vont, je pense que Linda Silva en a parlé aussi ce matin, donc je n'irai pas au-delà de ça. Deux exemples de données, quand je vous disais mes deux exemples dans la création artistique, ça fait des réservoirs de données, en fait, qu'il faut s'assurer de lier archivistiquement parlant. Vous aurez dans ce grand réservoir, exemple de la ludosynthèse, j'aurai des descriptions de la recherche. La demande de subvention, ça, les chercheurs ne pensent pas, la voient comme étant pas bon. Et pourtant, c'est peut-être le seul endroit où il y aura une façon intelligible d'avoir décrit
À quoi cette recherche? Les rapports de recherche, les demandes de subvention sont souvent les seuls endroits de documentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas toujours en documentant a posteriori les choses. C'est qu'il y a déjà un certain nombre de documents qui le font et il faut pouvoir, en gestion de connaissances, les taguer, les agripper puis dire « Hop, celle-ci, elle est porteuse de connaissances à retenir et à préserver avec mes données. » On aura les anciens documents analogiques numérisés, les notes, les brouillons, les notes sur les actions des spectateurs, les ébauches, tout ça. Vous voyez très bien que ce sont autant de groupes, d'agrégats de données qui sont en relation et mis en relation dans ce grand réservoir de données à partir duquel la ludosynthèse est un des produits, un des documents qui émanent de ce réservoir-là. Mais il y en a d'autres documents qui émanent. De la même manière, dans mon recensement, j'avais des microdonnées statistiques qui venaient du recensement, mais j'ai aussi le système d'information géographique qui me permettait de faire la répartition de la population sur le territoire, qui est en soi un système SIG, les données techniques d'exploitation, qui sont également un autre ensemble de données, les anciennes archives de la recherche, les données contextuelles et évidemment les résultats et toutes les formes de résultats. Là aussi, ce n'est pas celui du chercheur seulement, mais le chercheur et c'est dans la dimension de la validation par les pairs aussi, que d'être capable de se réseauter avec les... Et là, dans ce sens-là, l'institution dans laquelle on est va jouer un rôle aussi d'aller les faire. Donc, voici en gros les éléments. Maintenant, je vais peut-être laisser à Siam le soin de continuer. On n'aura pas beaucoup de temps, par contre, puisqu'il reste 2 minutes environ au temps qui était alloué pour la présentation. Donc, je peux toujours donner un 4 minutes peut-être à Siam pour peut-être compléter un peu sa partie, mais pour qu'on puisse aussi rester dans les temps là, qui étaient prévus dans la mesure du possible. Okay. J'ai arrêté le partage. Attendez, je vais le partager à nouveau. D'accord. Siam, est-ce que tu peux prendre le contrôle? Oui, ok. Alors, on va terminer notre conférence par la dernière partie en traitant de la stratégie de la gestion des données de recherche en archivistique, une stratégie qui va être fondée sur une approche collaborative. Donc, je vais vous parler un peu de cette collaboration. Je vais vous rappeler la définition brièvement du plan de gestion des données et ses composantes. Je vais aussi positionner le rôle de l'archiviste dans la conception et déploiement du plan de gestion des données et enfin l'utilité du plan de gestion de données en archivistique. Donc, la stratégie de consignation et de conservation des données de recherche doit se faire dans une approche collaborative qui va inclure le producteur des données, donc les chercheurs, les bureaux de recherche, les comités d'éthique et aussi une pluralité d'experts dont les bibliothécaires, les archivistes et les experts technologiques de l'information, ainsi que les usagers, à savoir les professionnels de recherche, les chercheurs eux-mêmes et les étudiants en cycle supérieur. Donc, cette stratégie de collaboration est essentielle pour des raisons. C'est parce que la propriété des données est partagée entre plusieurs acteurs. Donc, on a des chercheurs qui sont affiliés à une même équipe de recherche, mais qui sont affiliés à plusieurs universités. Donc, cette diversité d'affiliation institutionnelle peut donner naissance à des pratiques de gestion qui sont hétérogènes et qui doivent être harmonisées et normalisées pour assurer une meilleure réutilisabilité des données de recherche. La deuxième raison, c'est que les données ont des statuts multiples qui impliquent plusieurs traitements simultanés. Donc, comme Mme Cardin avait avancé tout à l'heure, les données peuvent être des publications, donc c'est l'objet d'une intervention bibliothéconomique. Elles peuvent être des archives, donc le produit de l'action qui s'insère de façon continue dans plusieurs activités de recherche, donc ce qui nécessite un traitement archivistique. Donc, le réseau Portage, c'est le réseau où on peut collaborer. Donc, cette collaboration va se concrétiser entre les chercheurs et une pluralité d'experts afin d'améliorer la qualité des données, leur intelligibilité et leur réutilisabilité. Et ça se fait essentiellement par la conception et la mise en œuvre et la mise en application d'un plan de gestion de recherche. Le plan de gestion des données, donc c'est un outil d'harmonisation des pratiques de gestion des données de recherche. C'est un outil qui va énoncer différentes avenues de collaboration entre les chercheurs, les experts, dans les archivistes, les bibliothécaires et les experts techniques de l'information. Donc, on a tout d'abord dans ce plan de gestion des données le contexte qui est un élément très important en archivistique
archivistique parce que le contexte va définir l'ensemble des conditions et des circonstances ayant donné naissance à ces données de recherche. Et ce contexte-là va influencer la manière dont les données de recherche sont caractérisées. Donc, comme on a vu tout à l'heure avec les données contextuelles, puis les données sur l'exploitation des bases de données, puis encore les données sur le recensement. Donc, tout ce contexte-là va influencer la manière dont ces données de recherche en sciences humaines vont être interprétées. Donc, on va aussi retrouver les principes qui vont positionner le rôle et responsabilité des équipes de recherche en lien avec la gestion des données de recherche. Et c'est là justement où on va voir les différentes opportunités de collaboration entre les chercheurs, les archivistes, les bibliothécaires et les experts techniques d'information. Donc, chacun va ramener sa propre expertise pour gérer de façon conjointe les données de recherche. Et enfin, on a les obligations éthiques et légales. Donc là, on est du côté de la conformité éthique et légale, donc ce qui a trait à la protection de renseignements personnels, la propriété intellectuelle, le respect de la période d'embargo, etc. Donc, le plan de gestion des données, c'est un outil d'harmonisation de ces pratiques de gestion des données de recherche. Alors, dans le contexte de la conception et de la mise en application du plan de gestion des données, l'archiviste va jouer 3 rôles principaux, à savoir celui de l'accompagnement de la formation, celui de la gestion et celui de la vérification de la conformité. Du côté de l'accompagnement de la formation des chercheurs, l'archiviste va se trouver en collaboration avec les bibliothécaires, les experts techniques de l'information et les chercheurs eux-mêmes, avec les bureaux de recherche et les comités d'éthique, afin d'établir les lignes directrices qui vont encadrer la création, la gestion, la préservation et l'utilisation des données de recherche. Pour l'archiviste, dans ce contexte-là, il va surtout se soucier des qualités archivistiques dont on a parlé tout à l'heure, donc l'authenticité, la fiabilité et surtout l'intelligibilité, la réutilisabilité des données en documentant les différents contextes de création et de réutilisation de ces données. Donc, du côté de la gestion, là aussi, on va voir comment les lignes directrices vont être mises en application. Et là, encore une fois, on va retrouver l'archiviste en collaboration avec les chercheurs, avec les bibliothécaires et avec les experts de technologie de l'information. Il va intervenir sur l'ensemble du cycle de vie des données, depuis la création jusqu'à la destruction ou la préservation, et non seulement du côté de la préservation à long terme de ces données. Du côté de la vérification de la conformité, Là, pour la vérification de la conformité, donc on a tout d'abord, l'archiviste va être en collaboration avec les experts et les bibliothécaires pour vérifier les règles de nommage de jeu de données, surtout en documentant à la fois le contenu, la forme et le contexte, donc l'activité. Il y a aussi la conception des schémas de métadonnées institutionnelles normalisés pour favoriser une meilleure interopérabilité, intelligibilité et réutilisabilité des données. Donc là, on peut se baser sur des schémas de métadonnées personnalisés, donc établis en fonction des besoins de l'université, ou encore sur des normes internationales reconnues en archivistique, par exemple la norme ISO 23081, donc qui fait la liste de l'ensemble des métadonnées qui documentent à la fois le contenu, la forme et le contexte des données, bien des archives en général. Enfin, c'est la vérification de la qualité des formats de préservation utilisés pour les données. Donc là, c'est pour garantir justement l'intégrité, la fiabilité, l'interopérabilité, etc. Alors, je vais vous inviter à vous diriger vers la conclusion comme le temps file et je suis vraiment désolé. OK. Alors, pour conclure, on peut dire que les mesures spécifiées dans le plan de gestion de données doivent devenir des règles harmonisées communes pour mettre en commun et avoir une meilleure normalisation des pratiques de gestion des données de recherche en sciences humaines et sociales. Et dans ce contexte-là, le plan de gestion des données, c'est comme un contrat qui va concrétiser l'ensemble des attentes réciproques des acteurs qui sont impliqués dans la gestion et dans la création, la préservation à long terme des données. Donc, chaque acteur doit pouvoir reconnaître sa responsabilité et sa légitimité dans ce contexte collaboratif. Donc, la gestion des données de recherche doit garantir l'identité, la fiabilité, l'intégrité des données à long terme. Et pour ce faire, il faut mettre en place des mécanismes de documentation continue. Donc, on doit documenter le contexte de création initiale, donc la provenance originale, et aussi différents contextes de réutilisation de ces données de recherche. Donc, merci.